Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Alors la ferme elle est située à l'Escure, c'est une commune de 500 habitants dans l'Ariège, proche des Pyrénées. On est dans le piémont pyrénéen à 500 mètres d'altitude. Et la petite ville la plus proche c'est Saint-Giron avec 10 000 habitants. On est une zone de campagne très peu peuplée en fait. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast L'allumeur de Réverbère. Aujourd'hui c'est moi David Brites qui animerai ce 14e épisode. On reste dans le même département que lors du précédent puisque ce nouvel épisode prend lui aussi place en Ariège, dans la région de l'Occitanie, cette fois dans la petite commune de l'Escure. Aujourd'hui, on donne la parole à Christophe Goiset, 52 ans, éleveur et agriculteur, qu'on a interviewé le 1er août 2021 et dont vous avez entendu la voix en ouverture de cet épisode. Alors petite précision, en amont de l'interview, Christophe m'a confié préférer le terme de paysan à celui d'agriculteur et il revient sur ce point au cours de l'entretien. Il y a quelques années, Christophe et sa femme Florence ont fait le choix de faire passer leur activité agricole et d'élevage en bio. Et c'est justement sur leur expérience de cette transition pour respecter le cahier des charges bio qu'on a voulu l'interroger afin d'avoir le point de vue de quelqu'un du métier qui a déjà un peu de recul sur l'évolution en bio de son exploitation. Petit rappel incontournable, le label Agriculture Bio, c'est un label de qualité français créé en 1985 et est fondé sur l'interdiction d'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse. L'entretien a été l'occasion, vous le verrez, d'échanger plus largement sur l'évolution et le devenir du métier de paysan en France et autour des problématiques agroalimentaires en général. Sans plus tarder, je vous laisse avec Christophe qui ouvre l'entretien en nous faisant un petit historique de la ferme qu'il a hérité de ses parents avant d'échanger avec moi sur son expérience de transition en bio. On a par ailleurs ponctué l'épisode de courts extraits de sons de la ferme. Très bonne écoute! J'ai repris l'exploitation familiale. Au départ avec mon père, ma mère et une autre famille avec qui on est cousins maintenant. Et donc je me suis installé en septembre 1990 à 21 ans quoi. Donc voilà, je suis tombé dans l'agriculture depuis tout petit où pendant les vacances j'aidais mes parents à faire les foins, à nourrir les animaux. Et après c'était une vraie passion et je suis resté dans l'agriculture. Alors actuellement on a 90 hectares. À l'époque on avait un peu moins. Mon père avait des moutons et l'autre famille avait des vaches. On travaillait déjà comme un GAEC identifié. Un GAEC, c'est un groupement d'exploitation en commun avec un statut bien particulier. Et à l'époque, c'était un GAEC fictif parce que les deux familles tenaient un petit carnet où on marquait tout. Les ventes, les achats, on faisait des marges brutes avec tout ça et on se répartissait l'argent à la fin de l'année. Quand moi je me suis installé, il a fallu moderniser un peu les choses parce qu'il fallait tenir une comptabilité officielle pour prétendre aux aides à l'installation. C'était plus le petit carnet de bord, mais on a effectivement créé le GAEC. Quand je me suis installé, quand mon père et la tante ont pris la retraite, je n'ai pas gardé les brebis. J'ai développé les vaches. Il y a ma femme aussi qui s'est installée quand on s'est marié. On s'est marié en 2001. Elle était infirmière. Elle s'est installée sans diplôme agricole, donc sans aide. Il me semble en 2002, un an après à peu près. Et donc là, on a développé la vente directe de viande sur l'exploitation. La génération des grands-parents, on pouvait la considérer comme bio parce que déjà il y avait les intrants qui n'existaient pas, type désherbage, chimiques, engrais chimiques, etc. Ton père, il n'en a jamais trop utilisé? Alors, ça a été la génération où il a fallu augmenter les productions pour arriver à nourrir la France. C'est les années où la technique agricole, pour augmenter la production, c'est le plus développé. Donc à eux, on leur a enseigné effectivement d'augmenter les rendements de céréales, notamment, puisque pour les animaux c'est plus difficile, mais il y a eu la sélection aussi génétique des animaux qui a fait qu'on a amélioré quand même les élevages. À travers leur génération, il y a eu quand même beaucoup de modifications qui se sont passées. Les couples dans les maisons
maison familiale, ils se sont souvent séparés des grands-parents. Ils ont eu une vie de famille avec une amélioration dans les maisons, avec l'électroménager et tout ça. Et ensuite aussi au niveau des techniques agricoles. C'est eux aussi qui ont connu les premiers tracteurs, par exemple, la mécanisation agricole. Donc il y a eu toute cette évolution qui a fait que déjà les fermes se sont déjà un peu agrandies à ce moment-là, mais ils ont connu aussi le développement des quantités produites à l'hectare. Et donc c'est vrai qu'on leur a appris aussi à utiliser les produits qui sortaient de l'industrie pour améliorer ses rendements. Mais on ne parlait pas encore de bio. On ne faisait pas le distinguo. On ne faisait pas le distinguo, non. Eux, ils ont suivi, c'était des grandes avancées parce que, par exemple, pour le maïs, le binage se faisait à la main, à la bêche, pour enlever les mauvaises herbes. Et on leur a dit que le désherbant, ça pouvait enlever les mauvaises herbes. Donc, au niveau de la charge du travail physique, c'était une révolution quand même aussi. Mais on leur a pas dit que les désherbants, ça avait aussi une incidence sur la santé. D'ailleurs, à l'époque, ils se protégeaient pas pour désherber. La mécanisation s'est accrue. Au fil des ans, elle s'est modernisée. Elle est devenue de plus en plus performante, de plus en plus millimétrée. Pour eux, ça a été quelque chose qui les a confortés dans le bien-être. Tout se faisait à la main. Et c'était très physique. Mais il y avait aussi de la main-d'œuvre, justement. Il y avait des bras pour faire cette charge physique. Plus il y a eu de mécanisation, moins il y a eu de bras. Et plus il y a eu de charge de travail, puisque les fermes elles se sont agrandies. Elles se sont aussi spécialisées dans des ateliers d'élevage ou de céréalières ou autres. Mais on ne s'est pas servi de la mécanisation pour améliorer quelque part le bien-être de l'agriculteur. C'était juste pour produire plus. C'était juste pour produire plus, oui. Ou c'est quelque chose qu'on n'a pas pris assez en compte. Tout ça, ça a été leur génération. Et après, dans les années 90, il y a eu la politique agricole commune, avec les aides européennes qui s'est mise en place, où justement, pour rendre le produit plus accessible aux consommateurs, on a subventionné l'agriculture. Et on a subventionné l'agriculture, mais sans y mettre de plafond. Les primes, elles ont été distribuées ou au nombre d'animaux, ou au nombre d'hectares. Donc, en sans gros, prendre en condition... Et plus tu, voilà, tu c'est ça. gagnes, quoi. Plus en prime. Oui, sans prendre en condition le nombre de travailleurs qu'il peut y avoir sur les fermes. Ou la qualité du produit vendu. Quoi. Ou la qualité du produit vendu. Donc effectivement, ce système-là, entre la mécanisation accrue et les aides européennes, ça a contribué à agrandir les fermes et à diminuer le nombre de main-d'œuvre. Et on est passé à plus d'1 million d'agriculteurs, à peu près 300-400 000 aujourd'hui, quoi. Tout ça, ça a été un cheminement de couple aussi, puisqu'avec ma femme, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on a lancé la vente directe, c'est-à-dire commercialiser notre viande auprès des consommateurs. Et puis, bon, un secteur dans lequel on est très mauvais quand on est agriculteur, c'est la communication à l'extérieur. Et et même pour la vente, d'ailleurs, on n'est pas des supermarchés, donc on est mauvais en communication. Mais on s'est dit que quand même, on y était très proche du bio, parce que même si mon père et moi, quand je me suis installé, on a utilisé un peu le désherbage chimique. On en utilisait très peu et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait peu de modifications à faire pour coller au cahier des charges bio. Et par contre le cahier des charges bio, il nous a mené un label et une simplification pour apporter aux consommateurs une valeur sûre de notre produit en termes de qualité, quoi. Surtout aux consommateurs extérieurs, c'est-à-dire Toulouse, voire le reste de la France, puisqu'on livre un peu par correspondance. Mais pour les gens qui ne nous connaissaient pas, c'est quand même le label bio, c'est une valeur sûre, notamment au niveau des pesticides et aussi des antibiotiques sur les animaux. Parce que sur les pesticides, donc les désherbages chimiques, les fongicides, tout ça, c'est zéro, on n'a pas le droit d'en utiliser. Et les antibiotiques, on a le droit d'en utiliser de façon limitée. Et chaque fois, on doit doubler les temps d'attente pour le mettre sur le marché quand on a utilisé des antibiotiques sur les animaux. Donc ça, c'est quand même un critère de valeur qu'il n'y a pas dans notre cahier de charges et qui est une valeur sûre pour le consommateur. De fil en aiguille, bon, il y avait aussi quelques aides qui confortaient notre système d'exploitation, qui nous rendaient plus facile la conversion, on va dire, parce que pendant 5 ans, on touche des aides à la conversion. Les 2 premières années, on n'a pas encore le droit de commercialiser en bio. Et ensuite, on a touché les aides pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on n'en a quasiment plus, quoi. On peut avoir encore un petit crédit d'impôt. Là, on a une année blanche, après, on aura un petit crédit d'impôt. Mais on a presque plus d'aides liées à la bio. Sachant que les aides bio, c'est quand même pas la panacée, quoi. Ça permet aussi de faire des améliorations pour faire du désherbage mécanique au lieu de chimique. Il y a toujours quelques investissements à faire liés quand même à ça, mais ça permet quand même aussi d'avoir fait cette évolution sur la ferme. C'est quelle autorité qui donne la labellisation bio? C'est quoi? Alors il y a des organismes de contrôle qui nous contrôlent, il y en a plusieurs, on en choisit un. C'est l'agriculteur qui choisit l'organisme qui va... L'organisme de contrôle pour être contrôlé sur la ferme et obtenir le label AB. Et il y a une vérification régulière? Ah oui. On a des vérifications annuelles, il peut y avoir des contrôles inopinés avec des prélèvements d'aliments sur la ferme.
ferme pour voir s'il n'y a pas eu l'utilisation de pesticides. Du coup, à la fois sur la question de l'agriculture et sur la question de l'élevage. Oui, tout à fait. Ok. Pour avoir le label bio jusqu'à la poche de viande, il faut que l'ensemble des ateliers qui travaillent à notre viande soient aussi agréés bio, c'est-à-dire l'abattoir en ce qui nous concerne et les salles de découpe avec qui on travaille. Nous, on a des vaches à viande de race limousine. On fait naître des veaux. On en a 60 vaches sur les 90 hectares. Donc on fait naître à peu près 60... J'ai vu que tu te les répartissais en 4 troupeaux, c'est oui, ça oui. Pour pas qu'il y ait consanguinité entre les taureaux et tout ça. D'accord. Et pour faire des petits lots aussi, parce que ça passe mieux. Donc on fait naître à peu près 60 veaux. On en garde 15 tous les ans, des femelles notamment, pour renouveler les vaches adultes qui vont partir à la viande justement. Et le reste, on le vend en viande de veau. Mais viande de veau type rosé, pas le veau blanc industriel. Donc c'est-à-dire du veau qui a tété le lait de la mer, plus manger du foin dans les pâtures extérieures, ou alors en bâtiment, du foin qu'on a fait sécher pour les saisons hivernales, quoi. Ce que tu viens de décrire, c'est une condition pour que ce soit qualifié en bio, justement? Que par exemple, il soit en plein air, qu'il puisse téter sa mère, ce genre de choses? Oui, maintenant il y a obligation de laisser sortir régulièrement les animaux des bâtiments. Bon, déjà, c'est un système qui est existant ici, puisque en dehors de la saison hivernale où ils passent plus de temps dedans que dehors, parce que sinon les terres sont trop humides et les animaux défoncent tout. Mais sinon, elles alternent entre les pâtures et le bâtiment, quoi. Et les céréales qui sont produites sur la ferme, on les transforme en farine avec un moulin, comme la farine de blé pour le pain, et on s'en sert pour complémenter les animaux. Parce qu'en race à viande, les veaux n'auraient pas assez de lait pour avoir assez de gras pour que la viande soit bonne, quoi. Alors je produis des céréales et de la luzerne aussi. La luzerne, c'est une légumineuse qui est riche en protéines. En fait, pour les animaux, c'est un peu comme pour les humains, on essaye d'avoir une alimentation équilibrée. Parmi les conditions qui font que ton élevage bovin il va être qualifié de bio, il y a la qualité de la nourriture que tu leur donnes aussi. Il ne faut pas qu'elle ait eu de désherbants chimiques. C'est la principale caractéristique du cahier des charges bio, quoi. Donc, je peux acheter, j'ai le droit d'acheter, mais tous les aliments que j'achète, il faut qu'ils soient bio. Quand j'ai fait la conversion de l'exploitation, on a converti les animaux et les terres en même temps. En même temps. Ça avait du sens vu que l'un nourrissait l'autre. C'est ça. Normalement, il faut essayer d'être autonome, parce que si on doit acheter en bio, la nourriture elle coûte très cher, ça ne deviendrait plus rentable de produire. Donc on essaie de produire le maximum de la nourriture sur la ferme. Le plus facile, c'est l'herbe, parce qu'on est en zone de montagne, il pleut assez souvent, c'est pas l'Irlande, mais enfin l'herbe pousse. En dehors du mois de janvier et février, parce qu'il fait froid, mais sinon l'herbe pousse. Et le fumier aussi, c'est notre principal engrais, on va dire, quoi. On le redistribue dans les champs pour nourrir les productions herbagères. La terre nourrit le bétail nourrit la terre. C'est ça. Et là-dedans, on pourrait dire même, moi j'ai un système de bovins, mais si on voulait être puriste et être encore plus vert sur l'exploitation, on pourrait multiplier des productions, style maraîchage, pour produire des légumes, voire même quelques arbres fruitiers. Plus on fait de production sur une ferme, quelque part, et plus on trouve des complémentarités entre les productions. Parce que la production animale, elle peut servir à la production végétale. Et du coup, on utilise de moins en moins d'intrants extérieurs, et c'est là aussi où on utilise le moins de carbone, et c'est là où on est le plus propre. Mais tout ça, ce n'est pas dans le cahier des charges AB quand même. Ça va pas jusque-là. Ouais. Je peux te donner un exemple de production qui sont complémentaires. On a des personnes qui font du fromage dans nos zones montagneuses, du fromage de vache ou de chèvre. Mais ceux qui font du fromage de vache, là, j'ai des copains, ils vivent à 3 ou 4 personnes sur une ferme avec une trentaine de vaches. Ils font du fromage de vache. Et à côté de ça, ils ont un atelier de cochons pour absorber le petit lait. Le petit lait, en fait, c'est quand on fait le fromage, c'est un sous-produit qui reste, que les cochons peuvent absorber pour leur croissance. Et du coup, il n'y a pas de déchets, quoi. Donc ça, c'est des formes de complémentarité sur des fermes qui n'ont pas beaucoup d'hectares et qui font des complémentarités entre les productions. Donc nous, on n'a pas choisi cette voie-là. On avait essayé parce qu'on a eu une salariée pendant 3 ou 4 ans en développant le maraîchage. Et puis bon, ça, c'est vrai qu'avoir un salarié, c'est pas facile non plus quand on n'a pas été formé pour ça. Donc on a arrêté et avec ma femme, on a développé uniquement le côté vente directe qui est fortement preneur aussi en termes d'heures de main-d'œuvre et le développement d'un magasin à Toulouse entre producteurs. Voilà. On a aussi beaucoup milité pour sauver l'abattoir local, parce qu'un élevage sans un abattoir de proximité, il ne peut pas faire de vente directe, quoi. Il est situé à Saint-Giron? Il est situé à Saint-Giron. Il y a eu une mobilisation de plusieurs producteurs, et c'est les producteurs qui ont trouvé la solution pour sauver l'abattoir en 2010. On a créé une société coopérative d'intérêt collectif, donc les bouchers y ont participé, on avait encore un ou deux grossistes aussi dans le coin, et avec tout ça, on a pu sauver l'abattoir, et du coup, tous les agriculteurs qui sont en vente directe dans notre
notre zone de montagne, ils peuvent utiliser cet abattoir à très peu de kilomètres. Il faut savoir qu'il y a des départements en France où il n'y a plus d'abattoir du tout, ou alors un abattoir qui appartient à un industriel qui n'a rien à faire de petits agriculteurs qui font un peu de découpe pour eux, quoi. Bon, tout ça, il faut savoir que ça ne figure pas dans le cahier des charges d'agriculture biologique. Le label AB, il ne prend pas en compte la proximité. Et là, par exemple, tu parlais du magasin à Toulouse, mais vous vendez aussi ici, dans le coin de Saint-Giron, de l'Escure, oui. etc. On vend plus à Toulouse et ailleurs parce que l'Ariège, c'est pas beaucoup peuplé. On a les bouchers artisans et nous, on est mobile puisqu'on va livrer en voiture frigo. Et vu que j'ai travaillé avec les bouchers artisans aussi pour sauver l'abattoir, on n'a pas voulu fortement se concurrencer entre nous. On a quand même des clients sur notre zone parce qu'ils recherchent du bio, justement. On en revient au cahier des charges. Ça les rassure aussi parce que d'une certaine manière, ils vous connaissent aussi. Du coup, ils nous connaissent, ils savent pourquoi on a milité. Et c'est vrai que moi, dans le cahier des charges bio, en ce qui me concerne, même si c'est pas écrit, j'y mets la proximité et le maintien des outils de transformation locale. Pour toi, ça perd un peu de son sens de faire du bio, mais en gros, soit de faire vendre sa viande via des circuits agro-industriels, soit viser l'exportation. Alors oui, parce que les systèmes agro-industriels, évidemment, la bio se développe dans la grande distribution, à travers les gros faiseurs de la viande, etc. Mais on perd la notion du prix et de la valeur ajoutée sur la ferme. Là aussi, on perd du sens, puisque le but du bio, c'est quand même de faire vivre le paysan. C'est pour ça que je reviens au terme de paysan et pas d'agriculteur. Pour moi, le paysan, l'agriculteur, il est, comment te dire, un peu plus industriel que le paysan. Le paysan, il reste proche de ses racines et du consommateur. Notre production, ça n'a pas de sens si elle va faire le tour de la planète, même si elle est bio, quoi. Toulouse, c'est bien, on est à 100 km. On a quelques amis à Paris, on les livre. Mais après, s'il y a un éleveur proche de Paris qui fait du bio la même chose que nous, voilà, c'est aussi logique qu'il vende sa production à Paris. Nos deux zones de chalandise, c'est surtout la Haute-Garonne avec Toulouse et aussi Perpignan, parce que de l'autre côté, on est limitrophe aussi avec les Pyrénées-Orientales. Et Perpignan, ils ont une coopérative qui a développé le bio à travers les collectivités. Et là, nos animaux, ils s'abattent à l'abattoir de Perpignan et ils rentrent dans le circuit. Mais à un prix aussi qui est correct à l'éleveur. Tu le fais? C'est combien? Nous perdons pas trop plein, tu le fais attacher là. Aux deux, ouais. Première pause, ici on est dans la stabulation, là où les vaches passent l'essentiel de l'hiver. Au printemps, elles sortent et sont réparties en 3 ou 4 troupeaux. L'été, seules les vaches pour engraisser destinées à être envoyées à l'abattoir restent dedans, ainsi que les veaux qui ont des problèmes de naissance ou les vaches qui ont des besoins vétérinaires spécifiques. Je vous laisse encore quelques secondes de son de la stabulation à l'heure où Christophe et Landry nourrissent les vaches avant de reprendre l'interview. Sur la question très spécifique des espèces qu'on appelle des espèces nuisibles, par exemple les insectes qui vont gêner la pousse ou affecter la production agricole, toi comment tu gères ça si tu n'utilises pas de produits phytosanitaires? Donc sur les mauvaises herbes, on fait un désherbage mécanique dans les blés, où on a une herse trille, ça s'appelle, où c'est des dents qui passent à travers les plants de blé. On le passe quand les adventices, c'est donc entre guillemets les mauvaises herbes, commencent à pousser, ça les arrache mécaniquement. Il y en a une qui m'embête, c'est le rumex, parce qu'on le favorise en plus avec les animaux. Le rumex, en fait, c'est un décompacteur, mais qui se multiplie. Il a une racine qui est comme une carotte dans la terre, et il peut se multiplier soit si on coupe la racine, et il produit des milliers de graines sur un plant, qui vivent plus de 100 ans. Donc chaque fois qu'on retourne à la terre, si on a enfoui des graines de rumex, on le multiplie par des milliers. Donc là, on n'a pas trouvé la solution miracle. On en arrache beaucoup à la main. C'est mon père à la retraite qui en fait pas mal. Et sinon, il faudrait qu'on laisse l'ensemble des terres en prairie et ne pas les retourner pour faire des céréales, quoi. Et avec le désherbage mécanique, on n'arrive pas à les régler, quoi. Ou à les réguler, qu'il y en ait quelques-uns. Il ne faudrait jamais les laisser grainer. Il faudrait toujours les arracher avant que la graine, tu vois. Mais ça suppose quand même y passer à la main, quoi. Et pour les insectes, on fait des associations, en fait, de céréales. On appelle ça des métailles en élevage. Ils sont déjà plus équilibrés pour la ration des animaux, parce qu'on associe plusieurs espèces, donc de céréales, voire de légumineuses mélangées. C'est-à-dire qu'on peut faire du blé, de l'orge, de l'avoine, mélangé avec des
des pois ou de la févrole pour produire les protéines. Et donc le fait de multiplier les espèces, on limite un peu les maladies. Il y a toujours quelques espèces qui dominent et à la sortie, on a un rendement qui reste cohérent pour du bio. Il est moins bon que dans du conventionnel. Mais comme nous, on n'est pas dans des zones céréalières, avant on faisait entre 30 et 40 quintaux de céréales et j'arrive à faire quasiment pareil aujourd'hui en bio. Il faut faire plus de rotation sur les parcelles avec d'autres cultures, c'est-à-dire éviter la monoculture, ça c'est sûr. Nous, on alterne avec les prairies, avec les luzernes aussi. Derrière une luzerne, la luzerne, il faut savoir qu'elle capte l'azote, elle produit l'azote pour la céréale qui suit. Donc même sans mettre d'engrais chimiques, on arrive à faire un 30-40 quintaux sans aucun produit ajouté, on va dire. Tu l'as abordé, la question de la monoculture, c'est un truc qui favorise beaucoup justement l'essor des insectes par exemple, ou les larves qui peuvent oui, affecter. tout à fait. Je peux te citer même quelques exemples. La pyrale du maïs qui a fait des désastres à plusieurs zones en France, notamment l'Alsace, et c'est dû à la monoculture, quoi. Et ça, par exemple, ça fait partie des éléments du cahier des charges bio. Il faut de la polyculture ou c'est pas nécessaire? Alors il faut qu'il y ait une rotation. En fait, de toute façon, est-ce que c'est par la force des choses, si tu n'utilises pas de produits phyto, t'es pas obligé d'y venir en fait, puisque de toute façon, si tu fais de la monoculture, t'es confronté à des nuisibles. Voilà, et tu n'auras pas de solution en bio. Voilà. Si tu fais de la monoculture, c'est pas cohérent en bio. Et pour l'épuisement des ressources dans le sol, et pour gérer les nuisibles. C'est vrai qu'il y a des insectes qui aussi touchent les animaux. On a eu un très bon exemple il y a quelques années avec la FCO, fièvre catarrhale ovine, où c'était des insectes piqueurs qui ont développé une maladie. Tout le monde a eu peur en fait, parce que c'était hyper contagieux, il y en a eu dans tous les élevages. C'est venu d'Afrique, puis c'est passé par la Belgique, enfin ça a contredit toutes les prédictions et c'est arrivé dans nos élevages à nous. Les animaux déclaraient des fortes fièvres, ils étaient tout pâteaux. Et on a d'autres maladies qui se développent à travers les insectes et qu'il faut gérer. Là j'en ai une qui s'appelle la besnostiose, c'est un nom un peu compliqué, qui contamine les animaux à travers des piqûres de thym. Et donc les animaux ils réagissent par une forte fièvre aussi et après ça leur fait friper la peau. Et s'ils vont même jusqu'à un stade avancé, ça leur fait, comme on appelle ça dans le jargon, la peau d'éléphant. Ils peuvent aller jusqu'à la mort. Et les mâles, ça les rend stériles. Comme on les a pour la reproduction, c'est pénalisant pour le troupeau, quoi. On s'est aperçu quand même qu'il y avait une immunité sur le troupeau. Donc c'est embêtant quand j'achète des mâles extérieurs parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. Là, ça vient de m'arriver sur un taureau. Je ne sais pas encore s'il va être stérile ou pas, mais mes vaches à moi se sont immunisées. Maintenant, elles sont positives aux analyses, mais elles ne déclarent plus la maladie, ou de façon très rare. Quoi. Donc le but chez les animaux justement c'est d'utiliser le moins possible de traitements antibiotiques parce que le traitement antibiotique c'est le second fléau. On parle beaucoup des pesticides mais pas assez des antibiotiques où il y a des rémanences de matière dans la viande si on en utilise à outrance et il faut savoir que les humains on a les mêmes matières actives, on utilise dans nos antibiotiques les mêmes matières actives même si c'est pas les mêmes noms commerciaux des produits et du coup ça nous rend plus vulnérables parce que les antibiotiques agissent moins sur nous. Il faut frapper de plus en plus fort même chez les humains parce que justement on s'est accoutumé à ces matières actives quoi. Et des matières actives il n'en sort pas tous les jours dans le marché donc il faut vraiment les préserver, celles qui servent à nous soigner. Donc dans l'agriculture bio on en utilise le moins possible et quand on en utilise on double les délais de temps d'attente pour pouvoir commercialiser le produit, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi par exemple pour un veau on a droit qu'à un seul traitement antibiotique. Souvent les veaux ils sont commercialisés avant 1 an de leur âge et donc ça veut dire que si on a utilisé 2 fois des antibiotiques, il est plus agréé en bio. Il perd le label. Soit le vendre en système conventionnel, soit le garder sur mon exploitation pour le laisser grandir et attendre qu'il ait dépassé les dates pour pouvoir le recommercialialiser. Mais par exemple, une bête adulte que tu vas vendre au bout de 5 ans par exemple, c'est pareil, il y a un nombre limité de fois où je traite. Où tu lui auras donné des antibiotiques, tu ne peux pas dépasser un certain nombre non plus. C'est un traitement annuel pour les vaches, je crois. En moyenne, je ne les dépasse pas. Même des fois, je ne l'utilisais même pas, le traitement auquel j'ai droit. Parce qu'il y a aussi les traitements qui sont pris en compte pour éliminer les douves. C'est des traitements préventifs. Cela, je ne les fais pas, moi. Je garde toujours un taux de contamination qui est convenable pour le troupeau en favorisant l'immunité naturelle, quoi. Et sur les antibiotiques, il y a aussi un manque de formation pour pouvoir utiliser d'autres méthodes de médecine. Tu dis la formation donnée aux éleveurs, y compris aux vétérinaires. Les vétérinaires, ils utilisent la médecine qu'ils savent faire. Et c'est la médecine classique. Or, nous,
nous, en agriculture bio, on doit utiliser tout ce qui est à notre portée pour pouvoir utiliser le moins possible de produits nocifs. On a des vétérinaires qui commencent à être à l'écoute aujourd'hui. Et les produits bio se développent aussi pour pouvoir traiter les animaux avec des produits à base de plantes pour renforcer l'immunité et tout ça. Tout ça, c'est en pleine mutation. Mais on ne nous l'apprend pas à l'école. On se forme sur le terrain. Et les vétérinaires, c'est pareil. Ils se forment en fonction de ce qu'ils voient, ce qu'on leur demande. Ils vont chercher de l'information, mais ils l'ont pas appris à l'école. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on a peur que l'animal ne soit pas soigné et tout, la solution de facilité, c'est l'antibiotique. Mais des fois, dans notre troupeau, on a essayé d'autres méthodes comme l'homéopathie, comme utiliser des plantes naturelles, des huiles essentielles, et ça soigne aussi. Et on a du résultat. Sauf que c'est des méthodes où on n'a pas suffisamment de formation et on utilise par tâtonnement, avec le risque de perdre un animal, de ne pas arriver à le soigner, cette crainte-là, quoi. On a plus facilement envie d'utiliser un antibiotique parce qu'on sait qu'on va avoir un résultat soi-disant immédiat, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, notamment avec des maladies type corona telles que le Covid, on en a pour des diarrhées de veau, où là c'est très très difficile à soigner. Voilà, on a droit aussi à la vaccination en bio, c'est agréé dans le cahier des charges pour certaines maladies. Mais les antibiotiques, c'est quelque chose qu'il faut réglementer et limiter, et ça c'est bien que ça soit inscrit dans le cahier des charges bio. Pour revenir à la question du bio en général, est-ce que tu dirais que ce soit sur la question de l'agriculture ou de l'élevage, le bio est suffisamment pris en compte dans la formation des agriculteurs aujourd'hui? Alors clairement que non. La formation agricole, moi je trouve qu'elle n'a pas suffisamment évolué depuis l'époque où j'y étais moi. Et justement, les matières d'agriculture biologique ne font pas partir d'un module spécifique dans la formation. Après, il y a moyen de faire peut-être des spécialisations en bio, mais il faut en avoir la volonté après avoir fait un bac ou un BTS. Certaines écoles en parlent un peu plus, certaines écoles ont fait eux-mêmes la conversion de leur exploitation, mais sur la formation en tant que telle, elle n'est pas suffisamment faite. Il n'y a pas la volonté non plus de la faire correctement. Ou de laisser le choix aux jeunes de pouvoir faire un choix entre les deux modèles. Par contre, après, on a un organisme national qui s'appelle la Fédération nationale bio, et où il y a, avec les CIVAM dans les départements, régulièrement des formations sur des trucs bien spécifiques. Ça, on y a accès quand on est installé déjà. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, et clairement il y en a beaucoup, qui disent que l'agriculture bio, ça ne peut que rester marginal, que la production en bio est insuffisante pour nous nourrir tous, qu'en gros une agriculture qui utilise des herbicides, des insecticides ou des pesticides par exemple, ou pour l'élevage qui recourt à des antibiotiques, c'est la seule agriculture qui est capable de nourrir tout le monde, voire de produire suffisamment pour exporter? Alors pour moi c'est clairement que c'est faux. L'agriculture bio elle peut nourrir tout le monde, et je suis moi pour qu'on exporte le moins possible et que chaque pays trouve son autosuffisance alimentaire. On en revient à la question du circuit court, quoi. On en revient un peu à la question du circuit court. Ça ne peut pas être vrai à 100% parce que si on veut manger des bananes, il faudra bien les importer. Mais par contre, on peut quand même faire le gros de l'alimentation. Et d'ailleurs, on en reparle avec le Covid, justement. Même la FNSEA parle d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire, tout en préconisant l'exportation à outrance vers l'Afrique ou l'Amérique, etc. Et par contre, j'en reviens aux notions agricoles telles que je te l'ai présenté un peu tout à l'heure, avec la diversité des productions et trouver les complémentarités entre elles. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 30 ou 20 où il y avait très peu de mécanisation. Les techniques ont évolué et donc avec le bio, on est capable de produire des volumes de production qui peuvent nourrir notre population. On a les moyens de travailler le sol, la terre. Je vais te prendre un exemple pour imager un peu la chose. Tu prends une exploitation comme la nôtre. Si je crée des ateliers supplémentaires, je peux produire des quantités de matière à manger. Ça pourrait être du maraîchage, ça pourrait être des œufs avec de la volaille. Si tu veux, avec des productions qui demandent moins sur l'hectare et qui peuvent être complémentaires de l'une à l'autre. En légumes, par exemple, nous, on fait une petite surface de pommes de terre, on en commercialise, mais on a des rendements super bons. Rien qu'avec le fumier de vache et sans aucun traitement, parce qu'on peut faire une rotation où on ne les met jamais sur la même place et du coup, il n'y a pas trop de maladies, et tu vois. Donc ça veut dire que des kilos de pommes de terre, voire des kilos d'autres légumes, on peut en produire sur notre exploitation. On peut produire une ou plusieurs catégories de viande. On peut arriver à trouver des complémentarités. Chose qu'on ne fait pas trop parce qu'on est limité par le temps, par la main-d'œuvre, par la surface à travailler et puis par la vente directe qui nous prend du temps. Mais au lieu de raisonner en termes d'hectares, de ne pas plafonner les subventions, c'est-à-dire qu'elles soient toujours liées à la quantité
soit d'hectares, soit de volume produit, on ne pense jamais à l'humain. Si on remet de l'humain dans l'agriculture, on va être capable de produire plein de produits à outrance, de qualité, et pour tout le monde. Je pense aussi, tu vois, il y a les ruches avec le miel. Nous, si on mettait 5 ou 6 ruches, on ferait du miel. Tu crées de l'alimentation. Mais tu dis comme ça prend pas des hectares, tu vas pas avoir par exemple de primes dans le cadre de la... Ah là, par contre, si je mets des ruches, j'aurai pas de prime supplémentaire. Ouais. C'est pas rentable en termes de PAC, on va dire. Avant de commencer l'entretien, tu me disais du coup qu'il y a des trous dans la raquette au niveau de la PAC et que l'exemple des apiculteurs c'est assez illustratif du coup. Il y a des apiculteurs qui utilisent relativement peu d'hectares pour leur activité et ils ont peu d'aide par exemple. Ils ont peu d'aide. Et par contre, ils multiplient les productions et ils arrivent quand même à sortir un revenu. Et c'est fortement dommage de ne pas les aider justement à cela. Et en plus, souvent, c'est des produits de qualité, mais ceux-là, ils utilisent des méthodes agricoles, même au-delà du cahier des charges bio, type permaculture, avec très peu d'intrants, avec pas beaucoup de moyens, uniquement des moyens humains. Et ils font de la production. Alors, ils font des marchés locaux, mais en volume de production alimentaire par rapport à la surface, c'est phénoménal le travail qu'ils font ces gens-là. Tu as utilisé la formule, les aides ne prennent pas assez en compte l'humain. Alors je vais te citer un exemple pour l'imager, ça sera peut-être plus simple à expliquer. La production laitière en France. Les élevages laitiers, ces dernières décennies, ils ont fait qu'augmenter les hectares et le volume pour coller à un prix du marché industriel très bas. Parce que les industriels, ils ont mis la base très basse. Et donc, c'est des exploitations qui ont vu une décroissance de la main-d'œuvre, avec des surfaces qui dépassent les 100 hectares, voire même des fois beaucoup plus. Un nombre de vaches conséquent, des primes, beaucoup de primes, qui soit financent le matériel, soit les aides PAC liées aux hectares. Quand tu parles de matériel, c'est par exemple les aides de la région pour les investissements pour Oui, parce que les investissements sont aidés souvent par la région et c'est des investissements colossaux pour faire une production assez industrielle, finalement, du lait. Et finalement, ce système là, il a fait que l'agriculteur, il connaît un volume qui n'est pas décroissant de travail, bien au contraire, parce qu'il a augmenté sa capacité de production, son nombre de vaches, même s'il a de la mécanisation, il y reste 2 traites par jour qui sont assez conséquentes, il a toute la gestion du troupeau, toute la production de l'aliment du troupeau, et donc c'est une personne qui n'arrête jamais, 365 jours sur 365. On l'a perfusé, il produit un prix du lait qui est abominable, lié à la transformation des grandes de l'agro-industrie du lait. Donc celui-là, le pauvre, finalement, il a une exploitation qui est difficile à transmettre pour la succession parce qu'elle a une valeur de capital qui est énorme. Donc son exploitation, elle devient intransmissible. Lui, il a une surcharge de travail et s'il a en plus quelques problèmes de santé en vieillissant qui arrivent, il perd le moral, voilà. Et là, il n'y a plus personne qui l'aide, quoi. Il finit de s'enfoncer petit à petit. Donc si, à côté de ça, on avait subventionné sur cette même exploitation l'idée de mettre plusieurs ateliers de production, plusieurs actifs ou de produire différemment, de transformer en fromage. En fait, pour être clair, ce qu'on a subventionné, c'est pas l'amélioration de sa qualité de vie à lui en tant que producteur. Tout à fait. C'est pas l'amélioration de la qualité de son produit, c'est juste l'augmentation du volume de production de lait, quoi. On voulait qu'il fasse du lait en très grande quantité pour peut-être faire baisser les prix aussi. Pour tout à fait. Puisqu'après on en a eu trop en plus, il y a eu les quotas laitiers, on a eu trop de lait. Le prix du lait n'a cessé de diminuer. On lui a dit toute sa carrière qu'avec les aides, plus il allait produire, et bien plus il gagnerait de salaire. Et ça a toujours été faux. Et toi, tout à l'heure, tu utilisais le terme de perfusion. Du coup, si le prix baisse, ça veut dire que lui, il est toujours plus dépendant aux aides, en fait. Oui, jusqu'à certains élevages qui sont allés à la faillite avec un volume énorme d'aides. Un tracteur, aujourd'hui, un tracteur neuf, il vaut 100 000 euros. C'est des gens qui ont investi des sommes phénoménales d'argent. Du coup, il y a des gens qui finissent par gagner plus avec les aides qu'avec... tout à fait. Ça, c'est souvent le cas. Ça, c'est souvent le cas, y compris dans les céréales. Aujourd'hui, si on leur enlève les subventions, ils ne vivent plus. Et même nous, dans nos systèmes, là, même en bio, si on nous enlève les subventions, ça peut devenir compliqué. Et pourtant, on a gardé un prix de vente qui reste assez élevé. Donc ça veut dire aussi qu'on a faussé le prix du marché des produits agricoles. Le consommateur, aujourd'hui, il ne sait plus où il en est, il est perdu. Un prix qui est très bas du litre de lait, que la grande distribution va dire au consommateur, oui, nous on a fait en sorte que vous ayez le litre de lait à très bas prix. En fait, c'est tout à fait faux. On aura subventionné la ferme à outrance, on subventionne même les industriels pour la transformation. Donc quelque part, le consommateur en tant que contribuable, il est trompé. Payé, en fait. Il est trompé, il a déjà payé. Il a payé beaucoup plus que... Voilà. Même s'il n'achète pas le produit, il a déjà payé. Alors évidemment, quand il va remplir son caddie, il ne le voit pas, mais à travers l'impôt, puisque c'est l'Europe qui nous redonne les subventions, à travers l'impôt, il a financé ce système, quoi. Au lieu de financer directement un nombre d'agriculteurs sur les terres de son pays ou de son continent, puisqu'on peut parler au niveau de l'Europe, et alors les pays de l'Est, ils sont
sont en train de vivre la même évolution, malheureusement. Ils perdent les paysans. Et aujourd'hui, en France, ça devient dramatique. On arrive à la fin du système, quoi, parce que 300 000 agriculteurs pour tout le pays, c'est rien du tout. Il faut vraiment que les citoyens et les consommateurs disent là, stop. Il faut remettre de l'actif sur les fermes. Nous, on veut financer des paysans. On veut limiter le modèle industriel pour manger bien et on veut financer des paysans. Et ça redevient cohérent. Pour toi, ça passe par un éveil des consommateurs. Alors, ça ne sera pas suffisant. Il n'est pas organisé, le consommateur. Le consommateur, il va faire ses courses tout seul. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de changer pour acheter de la bouffe bio, c'est pas son geste individuel. Son geste individuel, et s'il va acheter du bio, s'il choisit une ferme, évidemment qu'il est très important puisqu'il va faire vivre des fermes comme la nôtre, celles des copains qui font le marché, etc. Ça, c'est super important. C'est ce qui se met quand même en place. Ça évolue. Mais pour changer le système au niveau des aides et tout ce qu'on vient de dire, il va falloir que ça passe par la forme politique. Et là, le consommateur ou le citoyen, il n'est pas du tout organisé. En fait, c'est l'électeur qui a un poids. C'est l'électeur. En fait. Voilà, c'est l'électeur et puis peut-être d'autres moyens que les urnes pour faire entendre cette voix-là. Parce que le politique, s'il y a suffisamment de monde qui fait entendre une voix, peut-être il en tiendra compte. Alors les usages des pesticides, c'est d'éliminer certaines catégories de petits animaux, d'insectes qui vivent dans le sol et qui ont chacun leur rôle à jouer. Sinon ils n'y seraient pas. La nature, quelque part, à la base, elle est bien faite quand même. En diversité, quand même, on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de faune et de flore. Et dans les techniques, comme on pourrait citer notamment la permaculture, il y a des techniques qui permettent justement de faire vivre le sol avec la matière organique, de remettre tout ce monde-là, les insectes, tout ce qui dégrade dans le sol, pour servir aussi les plantes. Et là, même chez nous, là, mon fils qui était là tout à l'heure, il a fait des petits essais dans le jardin en mettant du compost de gazon ou au pied des framboisiers et on a eu une production énorme de framboises. Il y a des techniques toutes simples d'association de plantes ou justement de techniques de compostage sans trop travailler le sol pour justement régénérer les insectes et tout ce qui dégrade dans le sol et obtenir aussi des bons résultats. On a tendance à se former avec la parcelle de jardinage là, parce que c'est là où on voit les effets les plus concluants. Parce que vous avez un petit potager, c'est ça? On a un petit potager, mais après c'est des techniques qu'on peut mettre aussi justement dans la production fourragère pour les animaux, sur les céréales, sans utiliser d'intrants extérieurs, quoi. Quand on fait de la monoculture, on puise tout le temps les mêmes éléments dans le sol. Et le fait de le retourner mécaniquement tous les ans, voire plusieurs fois par an, on tue les vers de terre, on tue les insectes. Et petit à petit, on appauvrit le sol. Plus on enlève la matière organique du sol, celle qui le régénère, le sol, celle qui le fait vivre, et plus quelque part, on va rendre fragile la plante qu'on cultive. D'où la nécessité d'utiliser de plus en plus d'intrants. C'est un cercle vicieux en fait. En agriculture biologique ou en permaculture, on essaie justement de faire vivre le sol pour que les plantes, elles aient ce qu'il faut sans les traiter. Et souvent, c'est des techniques qui obtiennent de très très bons résultats, qui ont fait leurs preuves, quoi. Mais qui ne sont pas suffisamment enseignées aussi. Ouais. Évidemment, il n'y a pas d'enjeu d'argent derrière, puisqu'on se le fait nous-mêmes. Même il y a des préparations qu'on n'aurait même pas le droit d'utiliser, qui sont à base de plantes, type purée d'ortie, tout ça, parce qu'elles n'ont pas été brevetées, et que les industriels des produits phytosanitaires, ils interdisent aux paysans d'utiliser. C'est un peu la même chose pour les semences aussi, où on paye un droit pour l'obtention des variétés de semences. Si on les produit nous-mêmes, normalement, on n'a pas le droit. Il y a une demande du monde paysan en France et même ailleurs dans le monde pour casser le monopole sur la vente des semences. La Confédération paysanne, sa position officielle, c'est une demande auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance du droit des paysans de ressemer et d'échanger librement les grains et plants produits dans leurs fermes et la reconnaissance du droit des paysans à échanger librement leurs semences issues de variétés inscrites ou non au catalogue. Donc au catalogue, sous-entendu le catalogue des semences auxquelles les agriculteurs sont obligés de se référer pour acheter leurs graines et donc qui les oblige à acheter leurs semences auprès de grosses multinationales. Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous dire où tu achètes tes semences? Moi, je les achète dans une petite coopérative locale qui travaille avec les agriculteurs bio, aussi bien pour la vente que pour l'achat de fournitures, et où j'arrive à trouver des semences. Je ne me les produis pas sur la ferme. Certains les produisent. Il y a aussi des échanges qui se font. Il y a certaines coopératives qui ne font pas de semences bio, mais on arrive quand même à se fournir en semences. Après, si on veut retravailler des vieilles variétés de céréales, il faut se les échanger et les trier et ressemer ses propres semences, quoi. C'est possible de faire ça? C'est autorisé de faire ça? Alors normalement c'est pas autorisé puisque l'industrie de la semence ne le tolère pas, quoi. Deuxième pause, cette fois on est dans l'un des champs à proximité du hameau où vit la famille Goiset.
Landry, le fils de Christophe, déchaume le champ. Il m'a expliqué en quoi ça consiste. Je vais essayer de vous résumer son propos malgré le degré de technicité. Alors ici, on a un mélange de céréales, du blé, du triticale, de l'avoine, du pois, de l'orge. Après avoir recueilli le tout, qu'on rentre dans un bâtiment, il faut décompacter et labourer le champ de chaume. Petite précision pour celles et ceux qui l'ignorent, les chaumes, c'est les restes de céréales. Quand on coupe les céréales, il reste 5 à 10 cm de la plante avec les racines. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'avec le déchaumeur, un outil dont les dents descendent à 10 ou 20 cm sous la terre, on déterre les chaumes pour qu'elles se décomposent mieux. Ça permet en outre de décompacter la terre pour pouvoir ensuite redéposer des graines. Le travail du déchaumeur est ensuite complété par 2 autres machines, le vibro et le rouleau, et le réensemencement se fera au final avec le semoir, offrant ainsi une nouvelle récolte de céréales. J'aime bien le concept de l'agriculture paysanne qui a été créé justement, je crois, par un Basque et qui reprend plusieurs critères. La façon de produire sur l'exploitation, la rémunération de l'agriculteur, la transmissibilité, je ne sais pas comment on dit, de l'exploitation, la façon de la rendre transmissible pour les générations futures, que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial, et la qualité des produits, la consommation de CO2, ça prend tous ces critères-là, sans forcément avoir le label bio. Ça prend aussi la dimension humaine, les emplois locaux, le maintien de la transformation locale pour pouvoir faire des produits en circuit court, pour les produits qui doivent être transformés, style viande, fromage. C'est-à-dire ça prend en compte aussi la valeur ajoutée des produits, de créer de la valeur ajoutée à partir de la matière première. Donc là, en montagne, on a plein d'exemples, avec des fromages qui valorisent énormément le prix du lait, qui multiplient par 4 ou 5 le prix du lait, comme parlait tout à l'heure, là, 1 euro et quelques par les industriels. Pour la viande, c'est pareil. Il y a des porcs charcutiers qui peuvent aller jusqu'à 12 à 15 euros le kilo, alors que le porc industriel, il vaut 1 euro aussi, Pour la viande bovine, c'est pareil. Avec la viande vente directe, on arrive à avoir un prix cohérent au consommateur. Nous, on est à 14 euros en bio en moyenne, le kilo de viande. Donc si tu vas chez les bouchers à Paris ou ailleurs, tu vas le payer même plus en conventionnel, tu vois. Je voulais terminer avec toi sur un point qui me semble difficile de contourner quand on parle de l'agriculture, c'est le mal-être de la profession agricole. J'avais vu en 2019 par exemple que la mutualité sociale agricole MSA a révélé le nombre de 605 agriculteurs, exploitants et salariés qui s'étaient suicidés au cours de la seule année 2015. 4 sur 5 ce sont des hommes. Il y a des films, il y a des reportages ces dernières années qui ont pointé du doigt les difficultés du métier, même si on peut considérer qu'on n'en entend clairement pas assez parler en fait. C'est vrai que la mutualité sociale agricole, quand même notre organisme de santé, s'y est un peu penché parce que les chiffres que tu dis sont vrais. Ils sont impressionnants. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je t'ai pris l'exemple du laitier, parce que par exemple sur l'Ariège et dans mon secteur, les laitiers il n'y en a plus. Il en reste 2 sur peut-être 20 ou 30 qu'il y avait. Alors peut-être ils se sont pas suicidés mais ils ont fini quand même à l'agonie. Après avoir travaillé des années, et c'est très dur comme boulot. Les 35 heures, c'est un mi-temps pour un laitier, même pour beaucoup d'agriculteurs. Voilà, c'est très dur. Et puis souvent, ils finissent seuls avec beaucoup d'investissements. Je peux comprendre que certains en arrivent là. Et c'est vrai que ce système actuel, là, il est au bout de quelque chose, Il va falloir recréer un projet agricole, comme peut-être il a été fait après-guerre pour arriver à nourrir la population, mais sur une autre dimension, beaucoup plus humaine. Parce que les agriculteurs aujourd'hui, je fais partie de cela. On compte pas les heures, on y est, Tu vois, on est en lien avec la nature, mais quand tu t'y retrouves tout seul, c'est dur quand même, C'est vrai qu'il faut remettre quelque chose, un système en place pour que déjà l'agriculteur il puisse vivre décemment de son métier, qu'il ait une retraite correcte aussi à la sortie, qu'il puisse transmettre son système et qu'il puisse vivre un peu mieux, Même s'il y a des systèmes d'aide pour pouvoir prendre des vacances, aujourd'hui ça s'est amélioré. Pour les congés maternité aussi, on a de l'intérim agricole. Mais voilà, ça reste quand même, par rapport aux autres professions, on est en dessous encore, Quelque part, j'ai l'impression une exploitation comme la tienne, le fait de passer au bio, ça répond déjà en partie au problème, au moins à la question du sens du métier. Pourquoi on fait ce métier, quelle nourriture on fait pousser, une nourriture de quelle qualité, avec quel circuit de distribution
distribution, pour qui, en créant quel lien de solidarité sur le territoire, etc. Alors ça, c'est vrai que moi j'ai eu la chance, c'est un métier que j'adore, et c'est vrai que de le vivre de cette façon-là, je suis content de savoir que c'est des collèges qui achètent ma viande ou des consommateurs à Toulouse, quand on leur porte. On a des liens privilégiés avec certains, c'est devenu des amis. Ça, voilà, ça conforte tout le travail que j'ai fait aussi, et moi au niveau de l'abattoir et Florence au niveau de la boutique paysanne à Toulouse. On a eu énormément de rencontres, je suis même allé jusqu'à un débat sur le problème animal avec L214, sur la problématique des abattoirs, la condition animale, la façon dont on gère la mort des animaux. On a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Oui, c'est hyper riche. Avec des débats entre agriculteurs et puis avec des personnes de l'extérieur, des consommateurs. Donc ça, c'est vrai que ça nous maintient en éveil, quoi. Et un agriculteur qui fait du produit pour les industriels, qui est uniquement soumis à la vente avec sa coopérative qui lui dicte les prix, qui lui dicte tout ce qu'il faut qu'il fasse, qui gagne pas sa vie et qui a passé des heures et des heures de travail et en plus souvent au détriment de la famille, donc ça coince, quoi. Ouais, et puis dans un contexte où en plus on évoque très très peu le mal-être de sa profession à l'échelle nationale, quoi. C'est ça. À 2 ou 3 reprises, tu as évoqué la question de la transmission. Est-ce que tu peux juste dire un mot du coup sur cette question? Alors à mon avis, on ne s'y prend pas assez tôt pour encadrer celui qui va céder. Parce qu'aujourd'hui, avec les statistiques, déjà, on sait que... Moi j'ai 52 ans, hein, mais déjà dans la génération juste au-dessus, il y en a énormément qui partent à la retraite. Là on va rebaisser les actifs agricoles parce qu'il y a énormément de départs à la retraite, sans forcément de remplacement familial, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les solutions. Donc si on ne le prend pas suffisamment tôt, d'aller voir cette personne, lui dire qu'est-ce que tu souhaites faire, comment tu vas transmettre, est-ce que tu vas vendre, est-ce que tu vas louer, est-ce que tu vas continuer d'habiter la maison, tu vois, pour lui permettre aussi de réfléchir, à lui aussi dans sa tête. À la dernière année où il va effectivement prendre sa retraite, si on ne lui a pas apporté d'autres solutions que de donner sa ferme aux voisins qui veulent s'agrandir, parce qu'ils veulent avoir souvent plus de primes PAC, et lui, il n'y a pas forcément pensé tant qu'il est en activité. Et puis bon, c'est jamais facile de se voir vieillir. Y compris de laisser... Parce qu'il y a beaucoup d'affect aussi sur une ferme. Et la chose la plus facile, c'est l'agrandissement des voisins. Ou alors, on pourrait dire, ce que je souhaiterais moi qu'ils se mettent en place, il y a des associations. Hein. On en a une qui s'appelle l'ADR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui travaille là-dessus, mais avec très peu de moyens, quoi. Et qui nous permet d'encadrer les cédants, pour justement lui dire, voilà, si tu n'as pas d'enfant, on peut essayer de trouver des porteurs de projets pour ton exploitation, voir qu'il y a un système de parrainage sur un an, tu vois, avec lui. Déjà, ça le valorise aussi. Et il peut transmettre du savoir en plus. Et c'est des choses qui se mettent en place en douceur et qui peuvent permettre à une ou plusieurs personnes de s'installer sur cette exploitation. Chaque fois qu'il y a une exploitation qui est engloutie par les 3 ou 4 voisins qui gravitent autour, c'est une perte d'installation. Nous, on le voit comme ça, quoi. On le voit comme ça parce qu'on perd des opportunités d'installer et de modifier un peu ce système. C'est très difficile puisqu'on a les aides qui vont à contresens, puisqu'elles financent chaque fois que tu augmentes. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut aider les cédants et en plus, ceux qui ne sont pas du milieu agricole, il faut les aider à monter leurs projets. Des fois, ils ont fait des formations, des stages, des fois, ils sont en tout début d'élaboration du projet. Et après, il faut arriver aussi à trouver les fonds pour reprendre une exploitation. Puisque le cédant, quand même, tel qu'il soit, il faut qu'il reparte avec un capital. Donc ce capital aussi, si c'est une exploitation conventionnelle, même comme la nôtre, il est assez énorme. Il y a des bâtiments, si tu les évalues à la valeur réelle des choses, pour un repreneur, c'est énorme, quoi. Alors moi, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, et qui est décédé aujourd'hui, qui nous a aidé à monter la boutique à Toulouse, le magasin donc, des paysans. Il était arboriculteur, il avait des pommiers dans le Tarn. Il s'est empoisonné avec les pesticides, parce que sur les vergers, ils utilisaient, je ne sais pas combien, en nombre de traitements à l'année, c'était assez phénoménal. Et puis il est passé en bio, mais il a chopé une maladie liée aux pesticides, qui a d'ailleurs été reconnue. Mais quelques années après, il en est mort. Et moi, je lui dis, oh, tu sais, je désherbe quelques ronces parce qu'on est envahi dans la montagne par les ronces, un peu les rumex, et voilà, après on est très proche du bio. Et alors il m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas? Puisque tu es très proche, j'ai une maladie et je vais en mourir. Sur le coup, on te dit ça, il parle encore, quoi, il est pas mort. Mais il avait raison, il en est mort quelques années après. Et ce monsieur-là, il nous a marqué parce que c'était quand même, il était dans notre réseau, en plus il pensait comme nous, et il en est effectivement mort. Et
c'est vrai que le peu de traitement que je faisais, je prenais pas forcément toutes les précautions pour les faire déjà. Pas en bras de chemise, il fait chaud, bon t'y vas, paf, t'en prends toujours un coup de vent. Là on s'est dit, bon ça y est, il faut arrêter les conneries, même si on en utilise très peu, puis par rapport aux consommateurs, c'est pas crédible tout ça, il faut faire autrement quoi. Donc les ronces, on les coupe à la débroussailleuse à dos. On est pas mal mécanisé quand même aussi. Toutes les zones où on peut passer avec le tracteur. Puis on en fait quand même pas mal à la main quand même encore. Ça demande de la main d'œuvre quoi. On arrive au terme de cet épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet de la labellisation bio et plus globalement sur les problématiques agroalimentaires actuelles. On remercie sincèrement Christophe pour nous avoir éclairé sur tous ces sujets. L'interview a été très riche, assez long et malheureusement, afin de lui donner une durée raisonnable, il a fallu faire des choix dans le rendu final. Je pense en particulier à l'émergence depuis une dizaine d'années du label HVE, haute valeur environnementale, que Christophe a évoqué, soutenu par la FNSEA, et qui vient concurrencer le label bio alors que le cahier des charges n'interdit pas de façon absolue l'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse. Problème, non seulement l'existence de ce label peut tromper le consommateur, qui ne le distinguera pas forcément du label bio, mais surtout il vient capter des aides qui auraient pu soutenir les exploitations en bio. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de passages qu'on n'a pas pu conserver pour des raisons de durée, mais du coup je tenais quand même à le mentionner en conclusion. Je m'arrête là, n'hésitez pas à partager l'entretien ou à le commenter. C'était le dernier épisode en podcast de l'année 2021, on vous dit à l'année prochaine et on vous souhaite de très belles fêtes. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.